Salut à vous les amis et ravi de vous retrouver après un mois sans vidéo. Un mois de janvier assez rude de mon côté, j'espère que ça a été pour vous et que vous allez bien aujourd'hui. Certains d'entre vous m'ont fait des remarques sur l'aspect audio de mes vidéos, remarques que je prends en compte mais certains soucis techniques restent irrésolus pour le moment. Ceci étant dit, j'avais plein d'idées de vidéos qui se bousculaient dans ma tête et je ne pouvais pas m'empêcher de les partager avec vous à cause de soucis techniques. J'essaie de faire au mieux et je présente d'avance mes excuses à ceux qui estiment que c'est un problème. Pour cette reprise, je me consacre à Black Clover et je prépare 2 autres vidéos One Piece qui sortiront les semaines à venir, et j'essaierai d'avoir un rythme soutenu d'au moins une vidéo par semaine pour les mois à venir. Bref, comme vous le savez, l'univers Black Clover regorge d'une diversité d'espèces. Les elfes par exemple avaient tous un immense pouvoir magique et étaient vénérés et enviés pour cela. Les humains quant à eux ne sont pas les plus forts mais sont capables de dépasser leurs limites et rivaliser avec les plus puissants démons. Conclusion, de base ce sont les démons qui sont les plus puissants. Dans ce monde où tout est régi par la magie, des choses aussi importantes que le type de magie, la quantité de mana, tout cela est décidé à la naissance, et même avec de l'entraînement on est limité. C'est là que les démons interviennent dans cette quête de puissance. Un hôte démoniaque est un humain qui obtient plus de puissance en passant un pacte avec un démon, et le démon en échange obtient un moyen par lequel il peut se manifester dans le monde des humains. La personne a un accès direct au pouvoir du démon, mais seulement jusqu'à un certain pourcentage. Seul un démon existant dans son propre corps physique comme Zagred ou dans un grimoire à 5 feuilles comme Lib le démon de Asta, peut libérer toute sa puissance. Ce pouvoir leur permet d'utiliser 2 types de magie, leur magie innée et la magie du démon. Comme vous l'aurez donc remarqué au titre et à la miniature, nous n'allons pas parler des démons, du moins pas eux-mêmes, mais plutôt des hôtes de démons. Je vais donc essayer de vous présenter un top 10 des hôtes les plus puissants que nous ayons vus. Tout ce qui va suivre maintenant constitue du spoil pour ceux qui ne sont pas à jour dans le manga, à savoir jusqu'au chapitre 349. Je vous conseille donc d'aller lire le manga avant de revenir, ou si vous êtes anime only, bon courage en attendant la reprise de l'anime. Après l'arc Speed, une nouvelle catégorie d'hôtes de démons est apparue, et c'est les paladins. Un paladin est obtenu en plaçant l'âme purifiée d'un démon dans le corps d'un humain. Ce procédé est rendu possible grâce à la magie de l'âme de Lucius Sogratis. Je vais donc considérer les paladins aussi dans ce classement. Et bien c'est parti pour découvrir les 10 hôtes démoniaques les plus puissants de Black Clover, mais avant si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, et si c'est fait je vous en remercie. Numéro 10, Maurice Libardir. Malgré qu'il fût temporairement l'hôte de Lucifero le roi des démons, je le classe dernier. Pourquoi d'après vous ? C'est simple, Maurice n'est pas un combattant de base. C'est plus le genre de personne qui préfère avoir le nez dans ses livres et réaliser des expériences plutôt que de s'entraîner. Pour preuve, il aura été battu assez vite et sans grande difficulté par le taureau noir. Maintenant que vous savez que Maurice n'est pas un combattant, son principal atout est une intelligence élevée. Pendant la période où il était au royaume de Diamond, il a effectué diverses expériences sur les mages de ce royaume, dans le but d'augmenter leur pouvoir. Il pourrait éventuellement appliquer cela sur lui-même, ce qui pourrait en faire un adversaire redoutable. Avec sa magie de base, la magie de modification, il peut modifier le corps ainsi que le grimoire de lui-même ou d'autres personnes. Ensuite, en devenant l'hôte de Lucifero, il acquiert une quantité supplémentaire de mana, dégageant la même aura que la Dark Triad. Ce boost de mana, combiné à sa magie de modification, lui a même permis d'extraire et de se transplanter les connaissances séculaires des reines du royaume de Hart, le rendant encore plus intelligent. Maurice a aussi acquis la magie de gravité de Lucifero. En ce qui concerne cette magie de gravité, je ne sais pas jusqu'à quel pourcentage il peut l'exploiter, vu que Dante, qui est lui aussi hôte de Lucifero, a atteint 100%. Mais Maurice est déjà capable d'utiliser un sort dévastateur comme la présence du roi démon. Ce sort fait que tous les objets et personnes dans la zone sont enfoncés dans le sol. Il est capable d'arrêter un gros projectile, casser les arbres en 2 et même déformer la lumière. En somme, si on considérait le potentiel de ses atouts magiques, ajouté au fait d'être hôte du roi démon, il aurait normalement dû être au moins dans le top 3, ou au pire dans le top 5. Malheureusement, c'est son inexpérience en termes de combat, et son manque manifeste d'habilité pour le combat qui me pousse à le mettre ici. Numéro 9. Hyrule, ou Yurl ou quelque chose dans le genre. Vu qu'il n'est apparu que dans le manga, je ne suis pas sûre de la prononciation de son nom. Hyrule est un nouveau venu, on ne sait pas grand chose sur lui avant qu'il ne devienne paladin. Au moment où je fais cette vidéo, on ne sait même pas avec quel démon il est en contrat. On l'aperçoit pour la première fois au pays du soleil levant, où, lui, Lily et Ysgraes, 2 autres paladins, ont été envoyés par Lucius Sogratis pour anéantir le pays. Après que Ys ait détruit la porte Tauri dans la mer Noire, Hyrule laisse échapper un hurlement fort qui réveille le dragon à 5 têtes et purifie son pouvoir.
Et justement en parlant de ça, Hyrule possède la magie des bêtes qui lui permet d'invoquer et de manipuler des animaux et monstres de toutes sortes comme on a pu le voir avec le dragon à 5 têtes, et à l'instar de Veth de l'œil maléfique du crépuscule, Hyrule peut aussi se recouvrir d'une aura en forme de bête qui augmente ses prouesses physiques, démontrant une vitesse époustouflante dans son combat contre Asta. Il est si rapide qu'on ne pouvait pas suivre ses mouvements et pourtant Asta réussira à saisir le moment opportun et lui asséner un coup fatal. Autre capacité intéressante est son pouvoir à donner chair aux peurs de ses adversaires. Tout d'abord, Hyrule crée un épouvantail qui prend l'apparence de la peur de la cible. La terreur qui en résulte pourrait être utilisée pour secouer la cible, lui faire perdre sa concentration et créer une ouverture dans sa défense. L'exemple parfait est qu'il aura réussi à faire trembler et laisser impuissante Ishika Ayami, la deuxième personne la plus puissante de Hinokuni et qui est la petite sœur de notre capitaine préféré, Sukehiro Yami. Parallèlement à cette attaque mentale, le croque-mitaine peut également attaquer physiquement la cible. Dernière chose, comme tout paladin, Hyrule est virtuellement immortel car peut soigner ses blessures potentiellement à l'infini, mais s'il se fait toucher par l'anti-magie, il semble qu'il perd ce pouvoir. S'il est ici à la 8e place, c'est surtout parce qu'après avoir été arrogant, il se sera fait battre en un seul coup. Et le fait que ce soit face à un Asta en mode union, sortant à peine d'une séance d'entraînement n'est pas une excuse. Mais le simple fait d'apparaître dans ce classement indique qu'il fait partie des plus puissants de ce monde. Numéro 8, Lily Aquaria alias Sœur Lily. Apparemment il n'y a que des paladins en bas de ce classement. C'est pas parce que j'ai une dent contre eux, mais de 1 ils n'ont pas fait de grandes démonstrations de puissance selon moi et de 2 ils se sont fait battre assez facilement donc je ne pouvais pas faire autrement. Le cas de Lily est similaire à celui de Maurice, elle n'était pas du tout une combattante avant de devenir paladin. De base, la magie de Lily lui permet de générer et manipuler de l'eau. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la magie de Lily ne tient pas la comparaison face à celle de Noël. Sa technique signature point sacré d'amour matérialise une version agrandie d'un point composé entièrement d'eau qui pourra écraser la cible dans le sol. Enfant, Asta se faisait facilement avoir. Mais actuellement un Asta en mode union a pu se débarrasser assez aisément de cette attaque boostée avec les pouvoirs de Belzébuth. D'un côté cette action peut nous faire sous-estimer cette technique mais si on considère que cet Asta en mode union sa forme la plus puissante qui l'a bloquée, ça permet de relativiser. En devenant paladin, elle obtient les pouvoirs du démon Belzébuth anciennement détenu par Zénon au gratis. L'utilisation qu'elle en fait est assez similaire à celui de Zénon, alors je garde cela pour la partie de Zénon. Néanmoins elle a utilisé certains sorts uniques, comme la domination du mana sacré qui crée un cube englobant une ou plusieurs cibles. Le cube dissout non seulement les sorts des adversaires comme avec le rugissement du dragon marin de Noël, mais piège également les adversaires dans l'espace séparé, bloquant tout échappatoire. Ce sort est une variante de la domination spatiale du mana mais réalisée avec le pouvoir d'un démon purifié. On a aussi vu un autre sort non nommé qui est censé tuer la cible en le téléportant ou quelque chose dans le genre. Lily l'a utilisé sur Asta mais cela ne l'a évidemment pas tué sans doute parce qu'elle ne voulait pas le tuer, et donc on ne connaît pas les vrais effets de ce sort. Lily a aussi montré la capacité à combiner deux magies, d'une part en combinant la magie spatiale avec la magie de glace de Ysgraeus pour mettre au point un sort dont je vous parlerai dans la partie de Ys, mais aussi en combinant ses propres magies d'eau et spatiale pour mettre au point le sort Sakiel Flash. Ce sort ouvre un petit portail spatial qui tire un faisceau continu d'eau à haute pression. Le faisceau est capable de traverser les bâtiments, et elle peut modifier la direction du portail pour suivre le mouvement de la cible, ainsi que de créer plusieurs portails à la fois pour des faisceaux supplémentaires. Alors est-ce que Lily mériterait d'être plus haut dans ce top? Perso je ne pense pas, elle est exactement à sa place, le fait en est que comme je l'ai dit avant ce n'est pas une combattante de base. Et que le simple fait que le pouvoir des paladins puisse rendre aussi puissant une personne comme elle, est tout à fait remarquable. Numéro 7, Ysgraeus. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, on avait eu déjà affaire à S avant qu'il ne meure et revienne en tant que paladin grâce à Lucius. Pour vous la faire courte, Ys appartenait à l'œil maléfique du crépuscule, même si certaines théories indiquent aussi qu'il était déjà sous les ordres de Lucius à cette époque. Et donc un jour, Ys reçoit une mission dans laquelle lui et 3 autres mages doivent rechercher un certain objet dans une région abandonnée du royaume de Clover. C'est comme ça qu'ils croisent le groupe de Asta, Noël et Mania en promenade dans les environs. Ni une ni deux, un combat s'engage. Sa magie de glace s'avérera redoutable mais il se fera quand même vaincre par Asta. Quand il reprend conscience quelque temps plus tard, Ys est retenu par la magie de Mania, incapable d'utiliser sa magie et pour ne pas avoir à révéler des informations sur son commanditaire, Ys décide de tirer sa révérence. En tant que paladin, même si Ys et ses 2 acolytes se sont confrontés aux 7 Ryuzen du pays du soleil levant, Ys lui-même n'aura pas montré grand chose à part avoir détruit la porte Tori dans la mer Noire et il aura aussi montré une attaque nommée Croc de glace sans fin, combinant sa magie de glace et la magie spatiale de Belzébuth.
Cela engendre un iceberg hérissé qui est téléporté directement sur la cible, ce qui le rend quasiment inévitable. Les nombreux glaçons infligent des dommages tranchants et perçants. Ce sort pourrait également être utilisé pour cibler plusieurs adversaires à la fois, en créant des portails et de la glace supplémentaires. Il aura réussi à endommager plusieurs Ryuzen avec. Comme vous l'aurez donc compris, Is a une magie de glace dont la maîtrise est quasi parfaite. Et bien évidemment, en tant que paladin, il possède un démon qui booste sa quantité de mana, lui confère une seconde magie dont on ignore tout pour le moment et pour finir un corps presque immortel. Le 6e de ce classement n'est nul autre que notre vice-capitaine préféré, le vice-capitaine du Taureau Noir, Nasht Faust. À côté de Lucius, Nasht semble être l'hôte le plus expérimenté. Après tout, c'est lui qui a formé Asta au mode Union. Et même s'il n'a pas la puissance brute des autres hôtes que vous verrez plus haut dans ce classement, toutes ses connaissances lui permettent de bien combiner ses démons et d'exploiter ses capacités démoniaques au mieux pour réaliser la prouesse de challenger 2 démons de haut rang à lui seul. Ses principaux atouts sont, comme je l'ai déjà dit, son intelligence tactique. Ensuite, il a un grand pouvoir magique d'une part en tant que noble et d'autre part, car il est un hôte. En termes de magie, Nasht possède de base une magie d'ombre. Il ne crée pas d'ombre, mais sa magie lui permet de manipuler les ombres. Il est capable d'entrer et de sortir, et donc de voyager à travers l'ombre d'autres personnes et choses, bien qu'il ne puisse pas accéder aux ombres de personnes mortes ou trop éloignées, comme sur un autre continent ou dans une autre dimension. Il peut également immobiliser les personnes qui entrent dans l'ombre, et retenir physiquement les personnes avec des ombres. En gros, c'est la manipulation des ombres de Shikamaru, mais en bien mieux. En sa qualité d'hôte, Nasht est en contrat avec 4 démons de rang intermédiaire qui lui accordent leur pouvoir, Jimodelo, Slotos, Plumed et Walgener. Il peut fusionner avec eux, ce qui lui permet d'accéder à leur pouvoir. Comme il a 4 démons avec qui s'unir, il a au moins 4 modes d'union de base, chaque mode donnant à sa magie un effet supplémentaire ou une capacité à utiliser au combat. Son premier mode d'union est le mode union Canis qui lui permet entre autres de générer une meute de chiens d'ombre. Ensuite il y a le mode union Félix qui lui confère une agilité et vitesse féline. Puis vient le mode union Gallus qui lui permet par exemple d'émettre un corbeau bruyant qui paralyse momentanément ceux qui l'entendent, et le dernier c'est le mode union Ecus qui lui confère une résistance dantesque. Je viens tout de suite de dire dernier, mais en fait ce n'est pas le cas, car Nasht étant capable de fusionner 2 modes union différentes comme il a montré avec le mode Gallus X Félix et le mode Canis X Ecus, on se rend donc compte que Nasht a beaucoup de possibilités de combinaison et donc en mesure de très bien s'adapter. Je trouve tous ces pouvoirs très intéressants, et pour ne pas faire une vidéo trop longue j'ai essayé de résumer ici, mais je prévois une vidéo sur la vraie force de Nasht qui doit sortir dans 2 semaines. Après tout ce que je viens de vous expliquer, je pense qu'il est facile de comprendre pourquoi je l'ai classé au-dessus de ceux qu'on a déjà vus. Passons donc au suivant, ou plutôt à la suivante. Numéro 5, Vanica Zogratis. Est-ce qu'elle est plus forte que Nasht? À vrai dire, même si je l'ai mis devant Nasht, je dois avouer ne pas être sûr, mais sachant le démon avec lequel elle a passé un pacte, je ne pouvais pas faire autrement. Son démon n'est autre que l'un des 3 démons régissant le monde souterrain, Megicula, qui a un pouvoir magique supérieur à celui de Zagred, qui lui-même est plus fort que les capitaines du royaume de Clover. Megicula détient la magie des malédictions. Cette magie permet à l'utilisateur de créer de puissantes malédictions, qu'il peut jeter sur lui-même et sur les autres. Ces malédictions peuvent être nuisibles ou bénéfiques, et peuvent avoir divers effets: détérioration du corps d'une personne, ressusciter continuellement une personne, affaiblir et désactiver les sorts ennemis, faire exploser le pouvoir magique d'une personne, régénération à grande vitesse, et bien d'autres possibilités. Comme vous pouvez le voir, ce pouvoir est redoutable et Vanica est en mesure de l'exploiter à 100%. Hormis ce pouvoir, Vanica détient elle-même des capacités très intéressantes. Elle n'a pas attendu Megicula pour devenir forte. Sa magie lui permet de générer et manipuler le sang. Elle façonne principalement le sang en griffes qu'elle utilise pour empaler ses adversaires. Sa principale création, Bête Rouge, est un monstre de sang assez puissant pour déchiqueter un humain et même bloquer le rugissement du dragon marin, qui est la plus puissante attaque de Noël. La meilleure, c'est qu'elle peut générer plusieurs bêtes rouges. Avec la grande quantité de mana qu'elle possède, elle peut utiliser ses sorts pendant longtemps sans être à court. Pour finir, en dehors de la magie, sur un plan purement physique, Vanica possède une force incroyable. Elle est capable d'enfoncer un homme dans le sol et de lui percer l'épaule en un seul coup de pied. Numéro 4, Dante Zogratis. Même si je le mets à la 4e place, le mot qui définit mon ressenti sur Dante est déception. Pourquoi ? Eh bien Dante, malgré le pouvoir incroyable qui lui a été octroyé, il aura eu une prestation déplorable.
Les principales raisons sont que même si Dante ne semble pas être bête, il ne semble pas non plus vouloir utiliser son intelligence au combat, se reposant sur sa puissance brute, et quand les choses tournent en sa défaveur, il semble très vite perdre son sang-froid. Son deuxième point faible est sa tendance à sous-estimer ses adversaires, se prenant lui-même pour un être supérieur, et c'est cela qui conduit à ses 2 défaites. Bon. Bien que je le trouve décevant, il n'en demeure pas moins très puissant après tous ces lots de l'être se trouvant au plus bas du monde souterrain, le démon Lucifero. Étant le roi, Lucifero est censé être le démon le plus puissant, même si certains peuvent remettre en question cette position depuis la mention du démon Astaroth. Bref, comme j'ai pu le dire avec Maurice, Lucifero confère à ses hôtes la magie de gravité. En tant que premier hôte, Dante était en mesure d'exploiter 100% du pouvoir de Lucifero. En plus de la technique de la présence du roi démon que j'ai déjà mentionné dans la partie de Maurice et que Dante possède aussi, il peut aussi utiliser sa magie pour distordre l'espace et empêcher les attaques de l'atteindre. C'est la défense parfaite dont on peut rêver. Offensivement, avec sa force physique de base, il est capable de briser un mur de pierre sans effort avec un coup de pied, et en se boost avec la gravité, ses coups de poing sont assez puissants pour dominer un Asta en mode berserk et le tabasser. Il est aussi capable de façonner des épées et toutes sortes d'armes qu'il manie assez habilement. Bref, je pourrais continuer des heures durant tellement ses compétences sont vastes. Alors je vous prépare une vidéo dans laquelle j'aurai l'opportunité de vous exposer toutes ses capacités, et on essayera de déterminer si Dante est un chef-d'œuvre ou une arnaque. Cette vidéo sortira dans 3 semaines, soit une semaine après celle sur Nacht. En plus de la magie de Lucifero, Dante possède de base une magie de chair pour manipuler ses tissus corporels, pour réparer et modifier son physique à volonté. Il peut même former des membres supplémentaires. Cette magie lui confère 2 avantages principaux. Le premier est sa force physique, qui est encore plus accrue, et le deuxième est une capacité de régénération lui permettant de résister à n'importe quelle attaque, n'étant pas de l'anti-magie. Numéro 3, Zénon Zogratis. Zénon est le petit frère de Dante, et malgré que son démon n'est pas le roi des démons, il se sera mieux débrouillé que Dante selon moi. Ce qui caractérise Zénon, c'est son impassibilité, et son sang-froid à toute épreuve, qualités qui font défaut à son frère et à sa sœur. Et je pense que c'est ce sang-froid qui lui permet de bien jauger les situations et ses adversaires et d'utiliser ses pouvoirs au mieux. Là où Dante a échoué face au taureau noir, Zénon lui aura réussi à éliminer la quasi-totalité de l'Aube d'Or en plus de mortellement blesser Yuno, et après avoir accompli sa propre mission, il viendra accomplir celle de Dante et sauver son frère qui venait de se faire battre. On se demanderait presque si Dante mérite d'être le chef de la triade, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis Zénon devant Dante. En tant qu'hôte de Belzébuth, Zénon dispose de la magie spatiale. À l'image de Finral, Zénon peut aussi créer des portails lui permettant de se déplacer d'un point à un point B, et il semble que Zénon peut se rendre dans un lieu qu'il n'a jamais visité contrairement à Finral. Ce qui différencie aussi Zénon dans l'utilisation de cette magie, c'est que sa version implique la création de cubes spatiaux qui lui permettent de dominer et de nier le mana piégé en eux. Cela lui permet d'annuler les attaques et les défenses d'un ennemi, ainsi que de générer des attaques sous plusieurs angles, similaires à une mana zone. Les seules façons de se défaire de cette domination est d'avoir le même niveau de puissance que Zénon, ou d'être béni du mana comme Yuno, et la troisième option est d'être un mage spatial maîtrisant la mana zone. En libérant seulement 55% du pouvoir de Belzébuth, Zénon a été capable de vaincre un Yuno en forme Spirit Daeve, sans même transpirer. Et plus tard dans l'arc Sped, on a pu voir qu'il est capable de libérer 100% de Belzébuth. Il aura même réussi à acquérir un cœur de démon et ainsi développer une forme démoniaque, ce qui est un fait unique parmi les hôtes de démons. Cette nouvelle forme lui confère des capacités encore au-dessus comme la rupture spatiale qui matérialise des barres de magie spatiale offensive qui effacent tout ce qu'il touche. Passons maintenant à ses capacités propres. Complétant les magies de sang et de chair de ses frères et sœurs, Zénon a une magie d'os qui lui permet de générer et manipuler des os. Il libère généralement d'énormes enchevêtrements d'os qui n'offrent aucune ouverture à ses ennemis pour s'échapper, et sont tranchants comme des lances, ce qui lui permet de blesser grièvement ses adversaires. Il peut augmenter la régénération de ses os à des fins défensives, en les réparant plus rapidement qu'ils ne peuvent être détruits. Il peut aussi façonner les os en armes à manier à la main, comme une épée. Zénon appartient définitivement à la catégorie des génies un peu comme Yuno et cette place est amplement méritée. Suivant. Numéro 2, Asta. C'est le héros de cette histoire et même s'il est destiné à finir en haut de ce top, pour l'instant il n'est que deuxième. De ces 2 êtres sans magie que sont Asta et Lib est né un véritable monstre de puissance. Petite clarification. De base Asta n'était pas vraiment un hôte. Il ne faisait qu'exploiter l'anti-magie qui se libérait de son grimoire. Et plus il apprenait à contrôler ce flux, plus il acquérait de nouvelles formes comme celle que nous avons surnommée Black Asta, et quand il perd le contrôle il passe en mode berserk. C'est seulement lors du combat contre Dante, qu'il passera un premier contrat avec son démon pour beaucoup plus d'anti-magie pendant 50 secondes, en échange de son bras.
Juste après il rencontre Nasht qui l'initiera au rituel d'asservissement qui est un combat au bout duquel le vainqueur prend le contrôle sur l'autre. Ainsi Asta vaincra son démon et lui proposera un contrat d'égal à égal, ce qui lui donne accès au mode union. Dans l'état actuel, ce mode lui permet de pouvoir exploiter pleinement les pouvoirs de Lib pendant 5 minutes mais en concentrant union sur une partie spécifique de son corps plutôt que de l'étaler uniformément sur tout le corps, il devient plus dense et plus fort, il prolonge la limite de temps à 10 minutes et une fois la limite de temps atteinte, Asta éprouve une douleur atroce sur tout le corps et doit attendre 30 minutes avant de pouvoir utiliser à nouveau l'union ou sa forme black. On a aussi pu noter des différences notables dans l'apparence de ces modes union en fonction de l'arme qu'il utilisait, que ce soit Drenda, ou alors le katana que Yami lui a confié. Ayant aussi été initié par Yami Oki qui a la capacité à percevoir et réagir aux attaques et aux personnes invisibles, il l'améliorera et acquérera le Zeten avec lequel il a pu manipuler son ki pour construire et concentrer l'anti-magie dans son bras, pour ensuite la libérer. Après cet entraînement au Zeten, il aura réussi à étaler 2 paladins coup sur coup, là où 5 Risen réunis avaient du mal. Bref, on n'y prête pas assez attention mais Asta ce n'est pas que l'anti-magie, c'est un mélange de beaucoup de choses dont une force accrue, ses muscles en témoignent, une durabilité énorme, se relevant toujours malgré les dégâts, une grande intelligence aussi même si ça ne se voit pas forcément au premier regard et pour finir une détermination sans faille car comme il le dit, c'est ça sa magie. Numéro 1, Lucius Zogratis. Pour faire simple, si vous connaissez la puissance de l'empereur mage Julius Novachrono, alors comprenez simplement que Lucius c'est Julius mais en bien plus puissant. L'empereur mage et l'aîné de la fratrie Zogratis étant la même personne, ils possèdent tous les deux la magie de temps qu'ils tirent de Astaroth le démon du temps. On ne sait quel pourcentage de maîtrise ils ont atteint mais on peut aisément estimer qu'ils sont capables d'exploiter 100% de la puissance de Astaroth. Cette magie permet de manipuler le temps à souhait. En accélérant le temps, l'utilisateur peut faire vieillir rapidement quelqu'un, le réduisant en poussière en 1 seconde. En ralentissant et en arrêtant le temps, l'utilisateur peut retenir d'autres personnes et arrêter l'attaque d'un ennemi. En inversant le temps, l'utilisateur peut guérir les blessures en les ramenant à un état antérieur à celui où elles ont été infligées, et neutraliser le sort d'un ennemi en le ramenant à un point antérieur à celui où il a été lancé. Cette magie se base sur le fait de voler du temps à son adversaire. Le temps stocké permet à son utilisateur de remonter le temps de personnes ou d'objets. Le sort que Julius utilisait le plus était Chronostasis qui génère une sphère dans laquelle les cibles revivront continuellement un moment dans le temps les rendant ainsi immobiles. Ce sort a une version utilisée en Mana Zone et qui s'appelle Chronostasis Gregoria. Avec cette version il crée une zone dans laquelle tout sort ennemi est automatiquement capturé avec Chronostasis. Ce sort est même capable d'attraper une magie extrêmement rapide, comme la magie de la lumière. C'est la défense parfaite. Le sort ultime de cette magie que nous ayons vue est Chrono-Anastasis qui ne permet ni plus ni moins que de rembobiner le temps, et ce à l'échelle de tout un royaume. Ceci dit, ce sort est limité sur la quantité de temps remonté et peut avoir des contre-coups pour l'utilisateur comme par exemple le laisser sans défense pendant qu'il lance le sort. Je ne le dirai jamais assez, la magie de temps est surpuissante. Et pour certains d'entre nous il ne fait aucun doute que c'est la plus puissante de l'œuvre. Et si elle fonctionne même sur Lucifero le roi des démons, personne ne peut y échapper. Je précise ici qu'il s'agit d'un Lucifero affaibli après sa défaite. Passons maintenant à leur deuxième attribut que Julius n'aura jamais montré et qu'on verra pour la première fois avec Lucius. Après les magies de sang, de chair et d'os, Lucius vient compléter la fratrie avec la magie d'âme. Lucius peut manipuler à souhait l'âme des vivants et des morts, voire même créer une âme de toutes pièces. Il doit toucher physiquement la personne afin de modifier son âme, et cible souvent la tête. Il a également développé une méthode d'utilisation de cet attribut magique pour purifier le pouvoir des démons, et incarner les démons chez les humains. C'est par ce processus qu'il a créé les paladins qui sont plus puissants que la plupart des chevaliers mages, même si je les ai mis en dernier de ce classement. Ces paladins constituent pour Lucius une armée très utile. Même s'il n'en a pas vraiment besoin vu sa puissance personnelle. Cerise sur le gâteau, après avoir consommé le cœur de Lucifero, il a acquis un troisième attribut magique, à savoir la magie de gravité. Après avoir cité tout ça, je vous mets au défi de contredire sa position tout en haut de ce classement, ce que je parie que nul ne pourra faire. Car même si Asta est appelé à le surpasser, pour le moment Lucius est le plus puissant. Comme il le dit lui-même, il est l'ultime empereur mage. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié, en attendant les 2 prochaines spécialement dédiées à Nasht puis à Dante. Et la semaine prochaine, c'est One Piece au menu. Comme je l'ai dit en début, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, et si le cœur vous en dit, à laisser votre propre top en commentaire pour qu'on puisse en parler. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine sur l'Hôtel Manga.